Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel. Henri Lot, bonjour. Bonjour Claire. Henri Lot, vous êtes professeur de philosophie au Centre Sèvres. Vous êtes aussi directeur du 3e cycle, donc du cycle de doctorat. Vous êtes membre du groupe de recherche spinoziste. Vous êtes aussi co-directeur du bulletin de bibliographie spinoziste et membre du comité de rédaction des archives de philosophie. Vos domaines de recherche sont larges et recoupent souvent Spinoza. Cette année, vous avez donné un cours sur la pensée politique de Spinoza et c'est sur ce cours, sur ce sujet, que nous nous rencontrons aujourd'hui. Alors d'abord, pour nos auditeurs, qui est Spinoza et comment il en arrive à s'intéresser spécifiquement à la politique ? C'est une bonne question et vous avez raison de vous intéresser à Spinoza parce que c'est l'un des auteurs les plus novateurs de la philosophie moderne et sur bien des points. Conception de l'homme, conception de Dieu, la question de la religion. Son apport est très important aujourd'hui, oui, dans le domaine de l'anthropologie, des passions, des affects et dans le domaine de la politique, c'est clair. Alors, c'est quelqu'un qui vit au XVIIe siècle à Amsterdam, dans une Europe qui connaît beaucoup de conflits, d'ordre religieux, d'ordre politique aussi, et Spinoza est affronté à la question de la violence. Mais la question de la violence sous deux formes très, très concrètes. Il y a d'un côté l'intolérance, qui est celle qui tient au pouvoir politique, qui peut tenir aux églises, et l'autre question, c'est la guerre. C'est une Europe qui n'est pas très paisible, avec des affrontements. Spinoza est né aux Pays-Bas, il vit dans la région d'Amsterdam, mais les grands voisins comme l'Angleterre et la France sont très agressifs par leurs armées et bien des difficultés se rencontrent. Donc les deux questions auxquelles il doit répondre, c'est l'intolérance et la guerre et les conflits de toute nature. Et alors, il écrit un premier texte. Justement, il écrit un premier texte qui est un acte politique. Spinoza était en train d'écrire son œuvre principale, qui est l'éthique. Il méditait, il réfléchissait, il travaillait avec d'autres personnes, philosophes et autres, et il s'interrompt pour répondre à une urgence qui est l'intolérance et qui est toute l'opposition à la liberté de penser. Alors quand je dis liberté de penser, c'est la liberté de croire, c'est la liberté de philosopher, la liberté de penser dans tous les domaines en fin de compte. Alors il s'interrompt dans son travail et en 1670, il écrit un traité théologico-politique qui veut répondre à cette question. C'est un objectif difficile et dangereux dans ce contexte, de sorte qu'il écrit son traité sans nom d'auteur et avec un faux nom de lieu d'impression, d'édition, mais ça ne sert à rien, il sera très vite démasqué. Alors c'est dangereux, pourquoi ? Parce qu'il a fait l'expérience que des gens qui à la même époque écrivaient sur ces questions religieuses et politiques se sont vus condamnés à la prison, au bagne, à l'exil, à la prison à vie. Son problème, c'est donc celui de la liberté de penser. La question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a une concurrence entre la liberté des individus, liberté de penser, de croire, de philosopher, et la puissance de l'État ? Et on a l'impression qu'il y a une concurrence, c'est-à-dire que plus l'État est fort, moins il y aura de liberté pour l'individu. Plus il y aura de liberté pour l'individu, moins l'État sera fort. Or, Spinoza dit précisément non, ce n'est pas comme ça que la question se pose. Pour lui, ou bien il y aura et la liberté des individus et la puissance de l'État ensemble, ou bien il n'y aura ni l'un ni l'autre. Et toute la démonstration du traité théologico-politique va consister à établir cette conclusion. Alors, il va passer par des domaines, par des questions qui font peut-être scandale à l'époque, en tout cas qui sont très cruciales. Ça va l'amener à élaborer une méthode d'interprétation de la Bible. Quel est le sens des Écritures ?
quel est le sens de la Bible et non pas quel sens on veut donner à la Bible pour défendre une autorité et finalement pour entraîner les populations à la suggestion et à la superstition. C'est très dangereux. Il réfléchit sur la Bible, il réfléchit sur le rapport de la philosophie et de la théologie, et il se demande comment les États vont se constituer. Alors il a un très beau texte d'ailleurs qui se trouve à la fin de ce traité théologico-politique, où il nous dit, mais la fin de l'État, la fin de la République, c'est pas du tout de transformer les hommes qui sont des êtres rationnels, de les transformer en automates, en machines ou en bêtes, mais la fin de la République, c'est faire que l'esprit et le corps des individus accomplissent en sécurité leurs fonctions et qu'ils utilisent la raison sans recourir à la haine, à la colère, à la ruse et sans s'affronter avec malveillance. Et il a cette formule qui est une formule des plus célèbres de toute son œuvre et peut-être de toute la philosophie politique et qui retentit comme un engagement, un cri politique. Enfin, certains diront même par la suite, des historiens, c'est là qu'on trouve les racines de la Révolution française. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, son cri, c'est de dire la fin de la République, en réalité, c'est la liberté. C'est la liberté. Et ça, on peut faire un lien avec le fond de sa conception de l'homme ? Alors, on peut faire un lien avec le fond de sa conception de l'homme, tout à fait, parce que la philosophie de Spinoza est une philosophie très globale. Très globale. Il réfléchit dans le cadre général de la nature, de Dieu, c'est-à-dire quelle est la structure de la réalité, et c'est à l'intérieur de tout cela que la question de l'homme se pose. Spinoza nous dit on définit habituellement l'homme par sa raison, très bien, mais la raison ne va pas suffire à faire que les hommes s'entendent entre eux. S'ils s'entendaient spontanément ou par la raison, ce serait parfait, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait aucun problème politique. À la limite, on n'aurait pas besoin d'État. Il faudrait coordonner un petit peu les activités des hommes, bien entendu, mais l'État ne serait pas utile. Non, les hommes, il faut les prendre comme ils sont. Il n'y a pas à les condamner, il n'y a pas à se moquer d'eux, il n'y a pas à mépriser leur comportement. Ils sont comme ils sont. Certains sont plus raisonnables que d'autres, certains sont un peu fous, mais certains sont davantage sensés. Prenons-les comme ils sont et faisons avec ce qu'ils sont quelque chose de bien. Amenons-les à la paix et à la concorde. Les hommes sont soumis à des passions. Il appelle ça des affects. Alors, les passions, c'est la crainte, c'est l'envie, c'est la jalousie. Ce que l'autre a, je le veux pour moi. Si le bien peut se partager, il n'y aura pas de problème. Mais si le bien ne peut pas se partager, s'il ne peut être pris que par un seul, eh bien, je vais tout faire pour m'en emparer. Et là, nous allons entrer en guerre. La guerre, elle commence au niveau des rapports entre les individus, bien avant de commencer entre les États. Donc, il s'appuie sur les passions. Il ne veut pas faire une philosophie idéale. Il dit qu'il ne faut pas imaginer les hommes tels qu'on voudrait qu'ils soient. Ce serait très bien, mais ça ne servira à rien. Et là, il critique un petit peu, c'est un coup de patte, des philosophes comme Platon et d'autres qu'il juge idéalistes. Finalement, il est peut-être plus proche de Machiavel, le grand maître du siècle précédent. Pas pour faire de mauvaises choses, mais simplement pour dire tenons compte de la réalité telle qu'elle est. Donc les hommes ont des passions. Ces passions, elles peuvent servir, elles peuvent être utiles à la constitution de l'État. Alors vous allez me dire peut-être, mais comment ça va se passer à partir des passions ? C'est probablement votre question, et c'est une vraie question, bien sûr. Il dit, chacun a le droit de vivre, chacun a le droit d'exister. Hein, si on part du principe des choses, chacun a le droit d'exister, de se comporter à partir de ce qu'il est, à partir de ce qui les constitue, à partir de ses forces. Donc chacun a ce droit. Donc je peux faire tout ce que je veux. Ah oui, mais l'autre aussi peut faire tout ce qu'il veut. Alors si chacun fait ce qu'il veut sans aucune contrainte, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, on va s'opposer. Je pourrais être dominateur dans un bon nombre de cas, mais il arrivera des situations où c'est moi qui serai dominé. Donc j'ai intérêt à faire alliance avec les autres, et l'autre a intérêt à faire alliance avec moi,
Bref, nous avons tous intérêt à faire alliance. Si nous voulons vivre en paix, si nous ne voulons pas être massacrés à chaque coin de rue, parce que finalement ça revient à ça. C'est une sorte de contrat social. C'est une sorte de contrat social avec beaucoup d'avance sur les philosophes du siècle suivant, Jean-Jacques Rousseau, mais c'est un contrat spécial, vous avez raison de le souligner, tout à fait particulier, parce que dans les théories très habituelles du contrat social qui vont suivre, une fois que l'individu renonce à ses droits, il y a renoncé définitivement. Et Spinoza nous dit, oui, je renonce à mes droits au sens où je dois obéir à la loi, même si je trouve une loi absurde, si elle est votée démocratiquement, j'ai beau ne pas l'apprécier, je dois tout de même la respecter. Voilà, donc de ce point de vue-là, j'abandonne mon droit, mais je conserve ma liberté de penser. Je conserve ma liberté d'opinion, ma liberté de croire, et ce n'est pas à l'État de m'imposer une manière de faire, une manière de penser. Et c'est là qu'est son originalité finalement, et qu'on retrouve la première thèse du traité théologico-politique sur la liberté. La liberté est le dernier mot de sa philosophie, et elle doit subsister dans l'État, quel que soit l'État, que ce soit la démocratie, quelle que soit sa forme, que ce soit la monarchie ou l'aristocratie. Et là, il rejoint un conflit très particulier et très précis à l'époque, c'est le rapport des églises et de l'État. Oui, il va beaucoup le traiter quand même, dans le traité théologico-politique notamment. Absolument, ça va être vraiment à l'horizon de sa réflexion, parce que l'histoire a montré que parfois les églises voulaient empiéter sur l'autorité de l'État, non seulement empiéter sur l'autorité, mais se substituer, et des exemples dans l'histoire ont montré un asservissement de l'État à l'Église. Donc Spinoza a des conceptions très, très fortes, qui sont dans l'air du temps aussi, mais chaque fois il leur donne une réponse très, très précise et il déporte la question, il l'approfondit finalement chaque fois, et il dit c'est le souverain qui a autorité sur les églises. Alors le souverain n'a pas autorité pour imposer un sens, pour dire ce qu'il faut croire. Ça relève de la conscience, et la conscience, elle doit être respectée. Mais le souverain, il a responsabilité sur l'espace public. Si vous voulez faire une cérémonie, si vous voulez développer, je ne sais pas, telle activité qui va impliquer des associations, des organisations, eh bien, il faut en passer par le respect de l'État, par le respect du droit. Et finalement, c'est très actuel. Il y a comme une conception de la laïcité, alors le mot n'est pas de l'époque, c'est anachronique, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans le rapport des églises et de l'État. Et on ne peut pas oublier que ça a suscité beaucoup de réactions et que si le traité théologico-politique a été si mal reçu et a été interdit rapidement, c'est bien parce qu'il touchait à ces problèmes-là, pourtant si importants. D'ailleurs, vous parliez du souverain, mais pour une petite précision, le souverain, ce n'est pas nécessairement au sens de roi, c'est celui qui gouverne. Exactement. Ça peut être le peuple aussi. Voilà, c'est le peuple, c'est la souveraineté, c'est la République, enfin c'est la constitution de la multitude, il emploie ce terme, c'est une multitude qui s'organise, qui apprend. Les hommes apprennent de leur rapport les uns avec les autres, par expérience, ce qu'il convient de faire. Ce qui est bon, ce qui est utile, quel est leur intérêt, et puis ce qui leur permettra de s'épanouir aussi. Ce n'est pas simplement une question de survie biologique. Quelles sont les meilleures conditions pour qu'une société s'épanouisse d'un point de vue culturel, qu'elle puisse échanger des idées, les respecter. Les Pays-Bas, c'est une société extrêmement vivante d'un point de vue culturel. Des noms comme Vermeer, Grotius, beaucoup d'échanges culturels, pas simplement économiques et sociaux. Mais alors du coup, Spinoza va revenir sur la question politique dans un traité à la fin de sa vie, dans un autre traité. Oui. Alors quel est-il ce traité ? Alors c'est ce traité politique. Certains éléments que j'ai déjà soulignés viennent de ce traité. Il dit, je vais considérer les hommes tels qu'ils sont, je vais réfléchir aux conditions de la paix et de la concorde.
Et quelqu'un qui est un grand philosophe en Angleterre, Hobbes, qui le précède de quelques années et que Spinoza a lu, avait dit par exemple « La paix, c'est l'absence de guerre ». Spinoza va dire « La paix n'est pas l'absence de guerre, elle est une vertu qui naît de la fermeté du cœur ». Et vous voyez, c'est bien d'autre chose, c'est bien plus profond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'un équilibre statique. Les individus ne sont pas des machines, les sociétés ne sont pas des machines, des automates. Non, c'est une vertu qui naît de la fermeté du cœur. La paix, c'est la concorde. Et dans la concorde, on trouve de la raison. Les passions, elles doivent être éduquées. Il faut en faire l'apprentissage, apprendre à vivre avec elles et en tirer le mieux que l'on peut dans la société. La paix, la concorde, la liberté, tout cela va ensemble. Et peut-être une dernière ou avant-dernière question. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette question politique traitée par Spinoza ? Qu'est-ce qui vous intéresse profondément, peut-être pour aujourd'hui et aussi pour réfléchir aujourd'hui ? Ce qui m'intéresse, c'est la force de cette pensée, parce que de manière générale, je trouve que Spinoza nous entraîne à penser davantage et à penser autrement. Et bien des aspects de la réflexion politique qui nous paraissent aller de soi, dans le contrat social par exemple, ou dans peut-être un certain mépris que nous pouvons avoir vis-à-vis des passions, de ce qui paraît pas beau d'abord, eh bien Spinoza nous invite au réalisme. Il nous dit, mais réfléchissez sur la condition humaine telle qu'elle est et ne désespérez pas de la condition humaine. Et la réflexion politique, pour lui, c'est un moment de la réflexion. C'est un moment de la condition humaine dans l'histoire. L'objectif final, c'est d'amener à la béatitude, à la liberté, à une joie qui sera celle de tous les individus. Mais pour cela, eh bien, il faut en passer par ce long travail de l'expérience et du perfectionnement aussi des sentiments de chacun à travers une histoire qui est ce qu'elle est, qui a été conflictuelle, mais qui sera de toute façon toujours conflictuelle. Mais le dernier mot, c'est la liberté, la paix, la sécurité pour le bonheur de chacun. Est-ce que vous allez donner un autre cours sur Spinoza l'année prochaine ? Oui, bien entendu, bien entendu. Ce sera sur l'éthique, sur les passions, enfin sur une partie de l'éthique, la troisième partie plus précisément, celle où il réfléchit sur les affects, les passions. Et c'est un texte très important et très novateur, d'ailleurs, qui est source de beaucoup de réflexions dans l'anthropologie aujourd'hui, dans la psychanalyse en particulier, avec quelques siècles d'avance. Merci beaucoup Henri Lot, merci pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et puis du coup, à très bientôt, certainement l'année prochaine. Merci beaucoup Claire, à bientôt. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!